Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours sur le salon Batimat 2024. Et cet après-midi, nous allons parler de confort d'été. On a deux émissions qui sont liées au confort d'été. Et pour en parler avec moi pour cette première émission, deux personnes du cabinet Pouget Consultant. David Lebagnier, bonjour. Bonjour. David, vous êtes le responsable des activités R&D chez Pouget Consultant. Je vous demanderai tout à l'heure de me dire qui est, de nous rappeler qui est Pouget Consultant. Et à côté de vous, Julien Parc. Julien, bonjour. Bonjour. Julien, vous êtes responsable des activités études et prospectives chez Pouget Consultant. Avant de commencer, Pouget Consultant, qu'est-ce que c'est ? Pouget Consultant, c'est 105 personnes et c'est d'abord un bureau d'études techniques en fluide, énergie, environnement au sens large. Et c'est aussi un cabinet de conseil sur les sujets d'énergie, d'adaptation au changement climatique. On fait de la R&D. Voilà, tout type de clients. Ce qui vous amène à réaliser des études, donc deux études dont on va parler là aujourd'hui. Une première étude avec vous, rappelez-nous le nom de cette étude. Alors c'est l'analyse de l'indicateur du DPE issu donc des DPE de la base ADEME. Voilà, et sur l'aspect confort d'été. Exactement, donc l'indicateur du confort d'été. Et vous allez nous présenter... C'est l'impact des procédés réflectifs, de la peinture blanche sur les toitures, sur les consommations du bâtiment. Dont mes confrères de la presse grand public ont beaucoup parlé dernièrement. Mais on va commencer avec le DPE, on en parle aussi beaucoup du DPE. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et là, on va s'attacher, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne et si l'indicateur est bon. C'est ça, en gros, ce que vous avez cherché à voir. Oui, en fait, on a essayé de comprendre déjà comment fonctionnait cet indicateur. Est-ce qu'il était bien complété dans la base ADEME, puisque aujourd'hui, il y a une base qui recense l'ensemble des DPE qui ont pu être réalisés depuis le 1er juillet 2021. Et ensuite, du coup, comment il fonctionnait cet indicateur? Est-ce qu'il prenait bien en compte les caractéristiques des bâtiments, etc. Et du coup, est-ce que les logements étaient confortables en été du point de vue de cet indicateur? Et la réponse est la réponse, elle est... on verra après dans le détail. Elle n'est pas aussi simple. Elle n'est pas aussi simple. Voilà. Alors, on va voir dans le détail un petit peu ce que vous avez voulu chercher et comment vous l'avez cherché. D'abord, la méthode. Alors, cette étude, peut-être pour préciser aussi, on l'a réalisée pour INIES, donc, qui est le syndicat du pilotage des éléments électriques dans le bâtiment. Et donc, en fait, le principe de l'étude, c'était d'analyser l'ensemble des DPE qui ont pu être réalisés depuis le 1er juillet 2021. Donc, en avril, quand on a fait l'étude, il y en avait à peu près 8 millions. Et sur les 8 millions, il y avait 5 millions pour lesquels il y avait déjà un indicateur du DPE qui était calculé. Et donc, on a pu analyser est-ce que les logements étaient confortables ou non en fonction des caractéristiques. Alors, je peux peut-être commencer par représenter la méthode déjà. Présenter la méthode, et je pense que vous avez... Ouais. on va avoir à l'image apparaître une première chose. Ça, c'est les notions de confort d'été. Exactement. En fait, la méthode dans le DPE, c'est assez simple. Ça s'appuie sur 5 indicateurs différents. Le premier indicateur, c'est le fait est-ce que la toiture est isolée ou non, ce qui est un caractère essentiel pour pouvoir avoir un confort correct en été. Le deuxième indicateur qu'on voit à l'écran, c'est celui des protections solaires extérieures. Est-ce que finalement le bâtiment est équipé de protection solaire ou pas? Et donc là, finalement, l'indicateur il est respecté si l'ensemble des baies vitrées qui sont exposées au sud, à l'est et à l'ouest sont équipées de protection mobile. Ce qui est un critère qui est assez exclusif parce qu'il suffit qu'une baie finalement ne soit pas équipée pour que l'indicateur il bascule en complètement négatif. D'accord. Voilà, le troisième indicateur, c'est l'inertie du logement. Le quatrième indicateur, c'est finalement est-ce que le logement est traversant ou non. Donc est-ce qu'il a au moins... Est-ce que je peux faire de la ventilation, c'est ça, naturelle, exactement. Est-ce que je peux finalement aérer la nuit et donc décharger le bâtiment en chaleur? Et puis le cinquième indicateur, qui est un indicateur qui est plutôt lié au système, c'est est-ce que le logement est équipé de brasseurs d'air ou non? Et donc du coup ça va impacter du coup l'indicateur de confort d'été. Voilà, donc ça c'est les 5 indicateurs qu'on a qui sont renseignés dans ce que vous avez trouvé, enfin de ce qui était renseigné dans les 5 millions de logements dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est ça? Exactement, donc sur les 5 millions, à chaque fois on avait le respect de cet indicateur. Et après du coup l'indicateur global de confort d'été, il est calculé sur la base de ces 5 indicateurs. On regarde, pour le comprendre, il faut se dire que le premier critère qui est regardé, c'est la slide suivante si vous voulez l'afficher, voilà. C'est est-ce que le logement est équipé de protection solaire extérieure ou non. Si le logement n'est pas équipé de protection solaire, directement l'indicateur il bascule en insuffisant. Il est va mauvais. même pas plus loin. Voilà. Alors quand on parle de protection, ça peut être des volets, ça peut être des stores. Exactement, c'est toutes les protections solaires extérieures,
indépendamment de leur perméabilité à l'air, etc. Le deuxième critère qu'on regarde, pour les logements pour lesquels il s'applique, parce que par exemple pour les appartements ça ne s'applique pas, eh bien c'est est-ce que le logement, enfin on va dire le dernier étage est isolé ou non. Donc là c'est pareil, si la toiture n'est pas isolée, eh bien on bascule directement. Oui, on bascule direct. Voilà. Juste avant vous, on vient de faire une émission avec les gens du Zinc qui nous ont expliqué que de toute façon, parce qu'on avait beaucoup parlé aussi avec le Zinc des problématiques de réchauffement à l'intérieur des logements, de toute façon si c'est pas isolé, ça ne fonctionne pas. Ah oui. Il faut que ce soit isolé. Il faut que ce soit isolé, c'est très important pour le confort au niveau du dernier étage. Et puis après, une fois qu'on a analysé ces deux critères, on regarde les trois autres. Et là, on évalue combien d'indicateurs sont plutôt respectés. Si on en a 2 ou 3, eh bien, on est en bon. Si on en a que 0 ou 1, pardon, eh bien, on est en moyen. Donc on a un indicateur avec 3 smileys, entre guillemets, rouge insuffisant, moyen et bon en vert. D'accord. Ça, c'est ce qu'on cherche. Hein. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ce que vous me disiez tout à l'heure quand on a préparé, c'est qu'il y avait des erreurs. Et ben en fait, c'est ça. Vous avez trouvé des erreurs. Exactement. Quand on analysait la base, en fait, on s'est rendu compte que pour une large partie des logements, on constatait que certains logements étaient considérés comme peut-être moyens ou insuffisants, alors que leur toiture était indiquée comme non isolée ou alors qu'il n'y avait pas de protection mobile qui était indiquée. Donc il y avait un problème dans le calcul de cet indicateur pour une partie des bâtiments. Des bâtiments et des logements qui ont été testés. Voilà. Et donc, bon, on ne s'est pas arrêté là. Du coup, nous, on a recalculé l'indicateur pour être sûr d'être sur des bonnes bases. Et en fait, quand on a recalculé cet indicateur, eh bien, c'est la réévaluation, c'est voilà, ça ce qu'on a ici. C'est la réévaluation. Et en fait, après le recalcul, on estime du coup qu'il y avait uniquement un logement sur 10 qui était considéré comme bon au sens du DPE, hein, parce que ça, voilà, on va voir que c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que tous ces 90% de ces logements sont avec un mauvais confort d'été, mais en tout cas, il y avait près de la moitié des logements qui étaient estimés en insuffisants. D'accord. La moitié des logements en insuffisants, 40% en moyen, on va dire, ou pas terrible, et 10% finalement qui, eux, sont bons. Exactement. Est-ce qu'on sait catégoriser ces différents logements? Est-ce que c'est de la construction neuve qui est plutôt dans les 10%? Est-ce que c'est de la construction ancienne, non isolée, qui est plutôt dans les mauvais résultats? Alors, il y a des critères en effet qui vont permettre, sur lesquels on va avoir des écarts. Hein. Par exemple, la construction neuve est un peu meilleure sur le critère de confort d'été, mais il y a près de 20 à 30% des logements en neufs, donc qui ont eu un DPE neuf, qui sont considérés comme insuffisants au sens du DPE. Donc, premier point. Ensuite, on constate quand même globalement que, étant donné que c'est très lié à l'isolation de la toiture, eh bien, plus on a des étiquettes plutôt G, F, eh bien, plus du coup, moins on est bon. Moins on est bon. Le troisième critère qui est très impactant aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, avec cette évaluation, les maisons individuelles sont généralement moins bonnes que les appartements. Ce qui est un peu contre-intuitif puisque théoriquement, les appartements sont situés dans des zones où en tout cas il y a plus de risques de haute chaleur, d'augmentation des températures. Ils sont généralement moins traversants aussi. Mais pour autant, ils sont un peu plus performants. Exactement. Ça veut dire qu'il faut, ce qui ressort de l'étude, ça veut dire qu'il faut changer un peu le calcul du DPE, qu'il faut l'adapter ou pas? Alors, oui, ce qui ressort de l'étude, c'est, bon, le premier constat, pour moi, qui est un constat essentiel, c'est que cet indicateur, dans le DPE, il ne faut pas l'enlever. En tout cas, il faut qu'il y ait une évaluation du confort d'été ou du risque de surchauffe dans le DPE, parce que le DPE, c'est vraiment l'outil qui va être présent à toutes les transactions et qui va permettre, qui est un outil de sensibilisation grand public, simple à comprendre, et donc il est essentiel qu'on puisse évaluer le confort d'été. Et puis qu'il soit juste. Par contre, il faut qu'il soit juste, en effet. Donc le premier point pour qu'il soit juste, bon, déjà, c'est peut-être de vérifier et de s'assurer que dans le, entre guillemets, le bon codage de l'indicateur soit bien réalisé dans les logiciels pour qu'on évite des erreurs d'évaluation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de vérification si l'indicateur était bien évalué ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Mais au-delà de ce point-là, il y a peut-être en effet à revoir l'indicateur. Revoir l'indicateur pour qu'il soit plus juste
en prenant en compte les sollicitations environnementales du bâtiment dans lequel il se trouve. Donc par exemple, il faut peut-être évaluer plus durement, ou en tout cas regarder de manière plus juste ou plus approfondie les bâtiments qui sont dans des zones urbaines avec un fort risque d'îlot de chaleur dans les zones au sud, etc. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde l'indicateur, par exemple, c'est la slide suivante, eh bien, les zones au nord, en fait, on a globalement une moins bonne évaluation de l'indicateur, alors que théoriquement, c'est les zones qui sont les plus soumises à des risques de surchauffe, à des vagues de chaleur, etc. Donc, il y a à rééquilibrer cet indicateur. Il faut le rééquilibrer en fonction du climat, des différentes zones climatiques, c'est ça? Exactement. Donc, il faut que l'indicateur prenne en compte les sollicitations environnementales. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait que l'indicateur, il soit un peu plus physique et il s'appuie peut-être sur une batterie de simulations qu'on aurait pu mener sur des bâtiments pour évaluer l'impact réel de tous les critères qui vont impacter le confort d'été. Et du coup, on embarque tous les critères. Ça veut dire qu'on va un peu mieux considérer aussi des éléments qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui. La perméabilité des protections mobiles, par exemple. Est-ce que lorsque je ferme mes volets, je suis complètement étanche à l'air ou pas? C'est un point important. Caractériser un peu mieux, est-ce qu'on est en système automatisé, manuel, etc. Ça peut avoir un impact sur le confort d'été. C'est ce type de critères qui aujourd'hui... C'est ce type de critères qui ne sont pas pris en compte et qu'il va falloir prendre en compte. Exactement. Donc voilà, après, aujourd'hui dans l'étude, on n'a pas donné une méthode à reprendre parce que, en fait, il y a des travaux qui sont en cours au niveau de la filière pour pouvoir potentiellement créer des nouveaux indicateurs. Ça pourrait être ces travaux-là. Voilà, cette étude-là peut servir pour aller un petit peu plus loin. Je suis obligé de vous interrompre un petit peu parce qu'on a déjà beaucoup parlé et on va aller voir si on rajoute une peinture blanche, si ça se passe mieux. Mais cette étude a été publiée, je peux me la procurer, je peux la télécharger quelque part ou pas? Alors, cette étude a été publiée, elle est disponible sur le site d'Ignies, du coup. Il y a un communiqué de presse qui a été publié avec et qui reprend un peu les principaux points de l'étude. Là, on a vraiment présenté les points. Voilà, on a été à l'essentiel. Voilà, mais il y a beaucoup d'analyses sur cet indicateur qui sont menées en complément. Voilà, donc on invite tout le monde, tous ceux qui seraient intéressés, à aller télécharger l'étude et à la lire plus attentivement que ce qu'on vient de faire, mais qui était déjà assez intéressant. Merci. Merci. J'ai fait une boutade là. Si je rajoute de la peinture blanche, alors ça va mieux ou pas? Ça dépend. Ça dépend. J'aime pas cette réponse, mais ça dépend. Ça peut dans certains cas, et on va le voir dans quel cas ça peut être bénéfique. Voilà. Donc on va parler d'une deuxième étude qui a été réalisée par le cabinet Pouget Consultant. C'était une étude pour qui et pourquoi? Alors c'est une étude pour différents représentants de métiers de la FFB, la CSFE, l'UMPV, l'UMGCCP. Là-dedans, il y a des étancheurs, des peintres, des couvreurs, qui d'ailleurs avaient pas les mêmes a priori sur la solution et qui avaient envie collégialement d'avoir une étude objective qui donne un peu les avantages et inconvénients de cette solution. Donc, excusez-moi, j'ai été perturbé. Donc, on parle d'une étude FFB, hein, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on voulait chercher? Qu'est-ce qu'on voulait montrer? On voulait évaluer l'impact des procédés réflectifs. Donc souvent, c'est quoi les procédés réflectifs? Les procédés réflectifs, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est? C'est un revêtement extérieur qu'on peut mettre sur une toiture, mais aussi ailleurs, qui a la particularité de réfléchir une partie du rayonnement solaire reçu. On appelle le coefficient qu'on utilise pour qualifier ça, c'est le SRI, ou la réflectivité, mais on va parler du SRI. C'est Solar Reflectance Indicator. Et donc, un SRI de 115, c'est une toiture, c'est un revêtement qui va rejeter 95% des rayonnements solaires reçus. Un SRI de 5, c'est un truc très très noir qui va absorber. La couleur n'est pas le seul critère parce qu'on peut trouver des solutions avec du rouge, du orange qui sont très réfléchissants. Voilà. Il n'y a pas que la couleur, mais voilà. On a beaucoup entendu cet été, et on en a parlé chez mes confrères de la presse, on va dire, nationale, non spécialisée, qu'il suffisait peut-être de peindre les toits en blanc pour régler les problèmes de surchauffe en sous-toiture. On est d'accord que ça, c'est pas vrai. Avant même de commencer dans les résultats de l'étude. Je dirais pas que c'est pas vrai. Je dirais que c'est pas un levier miraculeux. Voilà, faut pas s'appuyer que là-dessus. Le confort d'été dans un bâtiment, c'est multifactoriel.
Et je dirais qu'il y a des situations pour lesquelles ça peut avoir un impact bénéfique et c'est variable en fonction de quel type de bâtiment, quelle zone climatique, et je vais vous parler de ça. Vous nous avez montré. Ben, allons-y dans le détail de cette étude. Donc par exemple, c'est la slide suivante, on a pris un bâtiment de commerce avec 1400 m² de commerce, d'espace de vente au rez-de-chaussée. Voilà, une grande surface. Hein. Voilà, une grande surface, avec assez peu de vitrines, quelques fenêtres de toit. On considère qu'on démarre la climatisation à partir de 26 degrés, on essaye de garder 19-20 degrés l'hiver. Ce bâtiment, donc, on lui a mis les différents types de peintures à Nantes, à Paris, à Marseille, avec le climat d'aujourd'hui et le climat de demain. Ce qui ressort, c'est la slide d'après. Vous avez sur ce graphique un bâtiment neuf, très bien isolé sur toutes les faces. Un bâtiment existant qui a juste, lui, 6 cm d'isolant, ce qui n'est pas encore... on peut trouver moins, mais ce qui est assez faible. Ce qui était la norme il y a une quinzaine d'années. Plus que ça, ouais. Plus que ça, 15-20 ans, d'accord. Et existant, où on a juste rénové la toiture. Et puis là, à chaque fois, vous avez 4 bâtonnets. À gauche, c'est qu'on a un procédé qui absorbe beaucoup la chaleur, et puis à droite, quelque chose qui rejette beaucoup le rayonnement du soleil. Okay. Ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, peindre son toit en blanc, ça diminue les besoins de froid. Ce qu'on voit aussi, c'est que, je ne vais pas le montrer sur le graphique, mais peindre son toit en blanc, ça a pratiquement autant d'impact que de l'isoler. Et que l'impact du procédé réflectif, il est bien plus fort quand le bâtiment est peu isolé. Voilà. Quand on a une paroi qui est très bien isolée, il y a assez peu de rayonnement de chaleur qui passe. Et donc, ça améliore la situation, mais de manière moins significative. C'est pas excessif, c'est pas important. Et en fait, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, si on isole mieux le bâtiment ou si on lui apporte une couleur blanche en toiture, on va avoir à peu près le même résultat sur le confort en été. Tout à fait. Ce que vous appelez le besoin de froid. Voilà. Autre indicateur, c'est que sur le bâtiment qui est très peu isolé, à Marseille, on va gagner 3 degrés de température maximale, ce qui n'est pas négligeable. Alors que si la toiture est déjà... Quand vous dites 3 degrés, c'est 3 degrés en dessous. Hein. Voilà, on va rabaisser la température maximale. Admettons que le bâtiment n'est pas climatisé, on laisse dériver la température. Eh bien, si le bâtiment est très peu isolé, on va gagner 3 degrés. Si le bâtiment est très isolé, on va gagner 0,5, 1 degré. Voilà. Donc, plus mon bâtiment est isolé, quelle que soit la région climatique, plus le gap est... Le gain est faible. Le gain est faible, d'accord. Tout à fait. Ensuite, ce qu'on a regardé, c'est la slide d'après, c'est les besoins de chauffage. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est que rejeter les rayons du soleil, ça ne va pas avoir d'impact l'hiver parce que le soleil est bas et qu'il ne touche pas la toiture. L'enjeu, c'est que c'est vrai qu'au cœur de l'hiver, le soleil est très bas, mais au début de l'hiver, à la fin, il est en position intermédiaire. Et quand le bâtiment est très peu isolé, ça a un impact non négligeable sur le besoin de chauffage du bâtiment. Ça veut dire que si je peins ma toiture en blanc, si j'ai une toiture blanche dans un bâtiment pas isolé, ou mal isolé, je vais être obligé de pousser le chauffage. C'est ça. D'accord. Donc il faut, le plus gros enseignement, c'est qu'il faut le prendre en compte. On a vu passer beaucoup de travaux où on se focalisait sur l'été, mais il faut faire le bilan global. C'est la slide d'après. On va regarder ce qu'on gagne en été, ce qu'on gagne en hiver, si le bâtiment est chauffé et refroidi, et c'est comme ça qu'on tire les conclusions. Bien sûr, si le bâtiment il est très peu chauffé, ça vaut le coup. Allons-y, il n'y a pas de question à se poser. Mais si les besoins de chauffage sont du même ordre que les besoins de froid, l'intérêt est mitigé. Et sur ce bâtiment-là, à Paris, l'intérêt est mitigé. Voilà, ça a peu d'impact global, ou parfois même ça engendre une légère hausse. Alors que hausse en hiver. Hein. En hiver, ouais. Voilà. Et au global, si on additionnait tous les besoins de chauffage et besoins de froid, parfois ça engendre une légère hausse. À Marseille, ça engendre toujours une baisse. Donc à Marseille, c'est toujours bénéfique. Voilà. Voilà, donc on a raison quand on est dans les pays du Maghreb d'être en blanc partout. Et peut-être que plus on monte au nord, moins c'est nécessaire, on va dire. On va dire ça grossièrement. En tout cas, moi je pense que dans le Nord, on peut trouver des situations où ça peut être bénéfique, mais ça va dépendre de quelle typologie de bâtiment. Est-ce qu'il a beaucoup de besoins de froid? Est-ce qu'on le chauffe? Est-ce qu'il a beaucoup de... Enfin voilà. L'enseignement principal, c'est qu'il faut faire une évaluation. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent et ça prend peu de temps de faire cette évaluation en amont. Et qu'il faut regarder les bénéfices en chauffage, en froid, regarder le coût, regarder le gain sur les énergies. Et je pense que oui, souvent dans la moitié nord de la France, le bilan sera mitigé, mais
il y a des cas où ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est les températures d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, c'est le climat d'aujourd'hui. Oui. Projetons-nous en 2040 ou en 2050. Est-ce que vous avez fait cette projection? Est-ce qu'on sait si le bénéfice sera plus important, puisque on sait d'ores et déjà qu'il fera plus chaud? Tout à fait. Le bénéfice est clairement plus important. À Marseille, le bilan il était significativement positif, il l'est encore plus. Là où je vous disais qu'on était mitigé dans la moitié nord de la France, il commence à être le bilan global relativement positif, toujours. Je dirais pas que c'est fort, mais il y a un bilan positif. Voilà. Donc ce que je retiens moi de vos deux études, c'est qu'il faut isoler. Il faut isoler et surtout, là, il faut avoir un regard global. Cette solution, elle n'est pas miraculeuse. Pour améliorer le confort dans le bâtiment, il y a 3 leviers. C'est ventiler la nuit, créer un courant d'air, isoler le bâtiment. Et un 4e, c'est se protéger les vitres du soleil. Voilà. Ça, c'est les 4 leviers qui sont majeurs. Voilà. Le brasseur d'air est quelque chose d'important aujourd'hui. On commence à prendre conscience de l'importance du brasseur d'air. Et ce que je veux dire, c'est que ce levier-là, il peut avoir un impact bénéfice, mais je le mettrais dans les leviers secondaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais faut le faire en connaissance de cause, quoi. Cette étude, vous l'avez réalisée pour les entreprises du bâtiment qui sont amenées à mettre en place ce genre de système, même à les vendre et en faire la promotion. Comment ils l'ont reçu? Ils étaient plutôt contents d'avoir des résultats objectifs, parce qu'en fait, pour le moment, eux, ils étaient dans l'inconnu un peu. Enfin, ils entendaient des échos ici et là. Et d'ailleurs, un petit point, on entend souvent des retours d'expérience avec des gains énormes. À chaque fois que j'ai vu passer ça dans la presse, plusieurs fois, j'ai essayé de gratter un petit peu, de savoir comment ça a été mesuré et quelles sont les modifications qui ont été faites sur le bâtiment. Et j'ai jamais eu d'informations assez précises pour réussir à savoir si effectivement il n'y a eu que la toiture de peintre. Est-ce qu'on compare 2 années avec un soleil équivalent, un comportement dans le bâtiment équivalent et tout ça, voilà. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu j'ai pas trouvé de travaux. On n'a pas trouvé de travaux. Il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin. On n'a pas parlé de l'usager, mais l'usager du côté du DPE, enfin en tout cas pour le confort d'été, hors DPE, d'une manière générale, la manière de se comporter, c'est aussi importante pour se protéger de la chaleur à l'intérieur. C'est essentiel et je pense que du coup c'est pour ça qu'une vraie partie complète dans le DPE sur le risque de surchauffe est importante, qui prend en compte du coup le logement, mais qui peut aussi peut-être en tout cas donner quelques conseils sur la façon dont se comporter dans le cas de vagues de chaleur, etc. Ça peut permettre aussi, ça permet clairement de réguler la température dans son logement. Écoutez messieurs, merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, un petit mot de la fin, ou on est bien? On est bon. Non, c'est bon. C'est bon pour vous. Merci messieurs, merci d'être venus donc sur le plateau de Bâti-Journal TV nous parler de ces problématiques de confort d'été et de ces 2 études qui remettent un petit peu gentiment les pendules à l'heure. On voit où on va en tout cas. Merci messieurs, une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires presse que sont le magazine 5 Façades et Woodsurfer. Merci à vous. Merci.